Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour cette première rencontre organisée par l'association I4CHI Mines Côte d'Ivoire en collaboration avec ONU Femmes et avec le groupement professionnel des miniers de Côte d'Ivoire, GPMCI. Nos discussions vont porter sur le thème améliorer la place des femmes dans le secteur minier ivoirien. Quel rôle pour les hommes? Les conditions sanitaires nous ont malheureusement obligés à tenir cette table ronde virtuellement, mais nous ne doutons pas que les échanges seront fructueux malgré tout. Pour le public, sachez que vous avez la possibilité de poser des questions grâce au chat. Je vous invite, quand vous souhaitez poser une question, à bien indiquer dans le message votre nom, le lieu où vous vous trouvez et la personne à qui s'adresse plus particulièrement votre question. Nous essaierons, sachez-le, en fonction du temps qui nous est imparti, de relayer un maximum de questions du public auprès de nos panélistes. Je rappelle que chacun des panélistes a préparé une proposition concrète aussi qu'il nous présentera au cours de cette conférence et qui pourra devenir une des mesures du plan d'action de l'association I4CHI Mines Côte d'Ivoire, Louis Pourel, Mines Côte d'Ivoire. Je dois excuser le ministre Jean-Claude Kouassi, son Excellence le ministre des Mines et Carrières de Côte d'Ivoire, qui devait participer à cette rencontre avec nous, mais qui, pour des raisons d'agenda, malheureusement, n'a pas pu se joindre à nous. Mais je tiens à lui rendre ici un hommage appuyé, puisqu'il est à l'origine de la création de l'association I4CHI Mines Côte d'Ivoire. C'est lui qui a initié cette initiative en faveur des femmes dans le secteur minier ivoirien et qui a confié la présidence à Endeavour Mining, en particulier à Pascal Bernasconi. Je reviendrai sur ce point plus tard. Nous avons la chance, en tous les cas, d'avoir aujourd'hui un panel prestigieux pour discuter du sujet sensible et important de la place des femmes dans le secteur minier ivoirien, au premier rang duquel je nomme Madame la représentante résidence d'ONU Femmes en Côte d'Ivoire. Vous êtes à ce poste depuis janvier 2019, Madame Antonia Gabadala Sodonon. Vous avez auparavant assuré la coordination de la mise en œuvre de programmes de relèvement en appui aux pays sortant de crise au sein du système des Nations Unies. Vous avez également dirigé la division reconstruction post-conflit du département paix et sécurité à l'Union africaine et vous avez formulé le programme continental genre, paix et sécurité de l'organisation continentale. Un long et fructueux parcours dédié au genre, donc aux questions de genre. Madame Gadala Solomon, vous avez la parole. Très bien, je vous remercie et je tiens vraiment à remercier Monsieur Pascal Bernasconi pour cette initiative en tant que président de l'association I4CHI Mining nouvellement créée. Pour nous, en tant qu'ONU Femmes, c'est une magnifique opportunité dans le cadre de notre appui non seulement à la campagne I4CHI, mais surtout dans le cadre de notre programmation continentale sur l'autonomisation de la femme. Je tiens particulièrement à remercier également Monsieur le ministre des Mines, malgré le fait qu'il soit absent. Je sais que nous avons eu une conversation récemment avec lui et il a marqué son engagement. Son engagement continue. Et je tiens vraiment à remercier les participants ici présents, Madame ma sœur Frazi Yao, mais également la présidente du réseau des femmes du secteur minier Fémici. Donc, comme je le disais, nous accueillons vraiment avec beaucoup de joie cette initiative et le thème qui a été identifié d'améliorer la place des femmes dans le secteur des mines et le rôle que les hommes peuvent jouer dans ce domaine. Alors, brièvement, mon intervention va s'articuler autour de 3 points. 3 points qui, j'espère, sont autant de pistes qui permettront de définir des objectifs et des stratégies pour l'association I4CHI Mines en Côte d'Ivoire, afin que cette association puisse jouer ce rôle que nous attendons d'elle, d'améliorer la situation des femmes dans le secteur minier. Lorsque je dis 3 points, je voudrais d'abord faire un premier constat. Le premier constat, c'est qu'en Côte d'Ivoire, nous avons la chance de bénéficier d'un cadre normatif et institutionnel privilégié. En effet, il y a le Code minier 2014 qui prévoit des dépenses sociales obligatoires de la part des entreprises minières. Plus spécifiquement, le Code prévoit la mise en place d'un fonds de développement communautaire. Il y a également, au titre du cadre normatif, une ordonnance qui fixe le taux de la contribution
des entreprises, des sociétés aux actions du développement, de développement local à 0,5% du chiffre d'affaires. Et puis, il y a des comités locaux de développement qui ont été mis en place. Et ça, c'est au niveau institutionnel, qui ont été mis en place dans les zones d'industrie où se trouve l'industrie extractive. Et ces comités locaux de développement sont composés des membres de la communauté et des personnes qui représentent différentes couches sociales des populations. Et nous avons également un ministère qui est, bon, je parlais du ministre des Mines un peu plus tôt, qui est très, très engagé, mais il y a également la Direction générale des Mines, il y a la SODEMI, et puis nous avons une société, j'allais dire société civile, non, des groupements féminins très, très actifs. Et ici, nous avons notre partenaire Fémici. Et donc, tout ça donne ce cadre vraiment favorable à l'action de l'industrie extractive en appui aux femmes du secteur minier, mais également des femmes dans les communautés. Donc, il y a des avancées notables et donc on pourrait aisément conclure que on peut facilement se poser la question, puisque le cadre est favorable, comment se fait-il que le secteur minier n'arrive pas à impacter au niveau communautaire et plus précisément au niveau des femmes? Et pourquoi est-ce que le secteur minier n'arrive pas à attirer plus de femmes? Alors, nous avons eu nos conversations avec les femmes et ce qu'on entend, je partagerai ça avec vous, mais c'est que essentiellement que c'est la perception et celle que vous connaissez, une image de rudesse et de misogynie. On va dire le mot. Et c'est là, je pense que c'est au niveau de la communication. C'est au niveau de la communication et communiquer les actions, surtout les actions en faveur des femmes. Le ministre des Mines nous partageait avec nous le fait qu'il encourage des programmes d'éducation, mais ça c'est au niveau du ministre. Mais au niveau des compagnies elles-mêmes, il est très important qu'elles puissent projeter cette image, qu'elles sont totalement engagées en direction des femmes. Et ça, c'est une première recommandation que je ferai en direction de la E4She Mine. Cette association peut jouer un très grand rôle et créer ce pont entre les compagnies minières en Côte d'Ivoire et les femmes. Mais également, peut projeter cette image d'un secteur minier beaucoup plus sensible aux gens. Donc, un gros effort de communication, en direction des femmes. Et quand on parle de communication, on dit également écoute. C'est comment est-ce que le secteur minier est réellement à l'écoute des femmes. Que disent les femmes par rapport à leurs conditions de travail? Que disent les femmes par rapport à leur vision du secteur minier, le rôle qu'ils pourraient avoir au niveau communautaire? Alors, lorsque nous avons eu ces quelques conversations, ce qu'il ressort, ce que nous, en tant qu'ONU Femmes, nous avons retenu, c'est à l'interne, rien qu'au niveau des entreprises même du secteur minier, il faudrait se pencher beaucoup plus, analyser l'environnement de travail, notamment l'existence ou non de préjugés sexistes. Toutes ces questions de harcèlement sexuel, de violence, et quelles sont les mesures qui sont mises en place pour combattre ce climat vraiment qui empêche les femmes de pleinement se développer et d'avoir la parole? Parce que bon, quand on parle de harcèlement, on peut dire que c'est le harcèlement sexuel, mais il y a également une pression qui est mise sur les femmes. Est-ce qu'elles ont la parole au sein des entreprises, des entreprises du secteur minier? Et donc, il faudrait se pencher sur le cadre normatif interne à l'entreprise. Et on peut avoir des textes magnifiques. C'est toujours ça que nous déplorons. Il peut y avoir des textes magnifiques. On peut dire que la compagnie adhère à telle législation favorable à la participation des femmes. Mais si ces textes ne sont pas appliqués,
nous restons au même niveau. Donc, avoir des beaux textes, certes, mais comment est-ce que ces textes sont mis en œuvre? Et là, on demande aux entreprises d'aller au-delà de la production de textes pour vraiment faire un suivi quant à leurs engagements. Et ça, il faudra mettre en place des mécanismes. Monsieur Bernasconi, au niveau de l'association I4CHI, serait bon peut-être de faire une analyse des textes, si ces textes existent, mais également, est-ce que des mécanismes sont mis en place au sein de ces différentes entreprises du secteur minier pour un suivi efficace de leur engagement? Également, quelles sont à l'interne les mesures en place pour assurer un équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale? Alors, le peu d'échanges que j'ai eus avec les femmes dans ce secteur, c'est qu'elles s'engagent dans cette profession, bon, elles peuvent, et puis la vie étant ce qu'elle est, elles ont une famille, elles ont des enfants, et comment est-ce qu'elles peuvent se projeter pour avoir cette carrière, pour poursuivre cette carrière et avoir cet équilibre vie professionnelle, vie familiale? Donc, est-ce que les compagnies, au niveau des compagnies, il y a cet agencement en place pour encourager la rétention de ces expertises féminines? Donc, pour nous, en tant que femmes, il s'agit de poser les bonnes questions aux femmes et de ne pas hésiter à avoir cette conversation, une conversation honnête avec elles. Et pour ça, pour nous, puisque les hommes sont représentés en majorité dans le secteur minier, l'engagement des hommes pour parvenir à un changement de paradigme dans le secteur minier est essentiel, et je vois que c'est ce que vous êtes en train de faire avec la mise en place de cette association I4CHI. Donc, partant de ce fait, ONU Femmes, en partenariat avec le Pacte mondial des Nations Unies, avec le secteur privé, nous avons mis en place un outil. Ce sont les 7 principes d'autonomisation des femmes. En anglais, c'est le Women Empowerment Principle. Les principes d'autonomisation des femmes. Ce sont des outils qui peuvent aider les entreprises à revoir leur politique et leurs pratiques existantes, voire en établir de nouvelles pratiques qui seraient en faveur de l'autonomisation des femmes. Ces principes d'autonomisation des femmes s'inspirent de normes internationales en matière de travail et de droits de l'homme et se fondent sur la reconnaissance du fait que les entreprises ont un intérêt particulier et une responsabilité en matière d'égalité des sexes. Également, ça vient d'une recherche que les entreprises qui ont su mettre en place un cadre favorable à la participation des femmes et à la contribution des femmes ont des entreprises dont le retour sur l'investissement, en fait, a été de plus de 40%. Donc, pour nous, ce sont un outil que nous avons déjà partagé avec vous, Monsieur Bernasconi, puisque vous avez signé vous-même les principes d'autonomisation des femmes. Mais c'est un outil que nous pourrions mettre en place ou que vous pourriez partager avec d'autres entreprises et dont vous pourriez faire le suivi. Donc ça, c'est une proposition. On reviendra sur ce point des Women Empowerment Principles, qui est un point vraiment très intéressant. Merci beaucoup, Madame la représentante présidente d'ONU Femmes en Côte d'Ivoire. On va maintenant écouter la représentante de son Excellence, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, qui est un champion I4CHI depuis 2017. Je parle sous votre contrôle, Madame Sodonon. Et j'ai l'honneur de vous présenter Madame le ministre Frazi Kwasi Yao, conseillère spéciale du président de la République de Côte d'Ivoire en charge du genre et également coordinatrice nationale du Compendium des compétences féminines, un groupement qui rassemble plus de 15 000 femmes. Je souligne que vous êtes aussi titulaire d'une chaire UNESCO en Côte d'Ivoire intitulée Aux femmes et pouvoir de décision. Vous êtes la seule femme titulaire d'une telle chaire dans le pays. Vous avez également été ministre en 2016 de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant. Nous vous écoutons, Madame la ministre. Si vous pouvez activer votre micro, voilà, c'est parfait. Voilà. On vous entend maintenant. C'est bon, l'image, le micro, d'accord. Ouais, merci parfait. Beaucoup. Je voudrais aussi remercier le ministre Jean-Claude Kwasi qui a initié le I4CHI, remercier les miniers, remercier aussi surtout le réseau des femmes du secteur des mines avec lesquelles nous avons suffisamment travaillé au début du compendium
pour pouvoir identifier les difficultés qu'elles avaient. Je ne sais plus, en 2014 ou 2015, on a même fait une étude parce que tout commence par là. Il faut savoir quelles sont les difficultés. Je me rappelle qu'elles nous expliquaient leurs difficultés à cette rencontre-là. Et dans le cas du Compédium, on les a accompagnés. Quand j'étais ministre, on a même fait une étude. Je pense qu'elles ont les résultats. En tout cas, merci d'avoir transformé ce réseau en e-forchi. Alors, on a dit on doit avoir 5 minutes et être concret. Pour être concret, je vais proposer 2 axes. Ce que les hommes peuvent faire pour renforcer les femmes dans le secteur des mines. C'est un peu ce qu'on a fait au Compédium, mais on va le réduire. Je leur avais dit en 2015, je crois, mais je reviens là-dessus. La première des choses, c'est de valoriser les compétences des femmes du secteur minier. Elles ne sont pas nombreuses. Quand on avait fait les statistiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celles qui existent déjà, il faut renforcer leur visibilité. Il faut renforcer leur leadership pour qu'elles puissent impacter les autres, renforcer leur savoir-faire et vous allez voir que ça va changer les donnes. Deuxième élément, dans le secteur des mines, je suppose qu'il y a plusieurs paliers. Quand on avait fait l'étude, il y a des secteurs où les femmes ne sont pas. Peut-être qu'à cause du système patriarcal, c'est réservé aux hommes. Et nous, en matière de genre, nous savons que, comme on le dit couramment, ce que les femmes font, les hommes peuvent le faire. Alors qu'on regarde dans ces secteurs comment les accompagner à être identifiés et regagner ces secteurs-là. Troisième élément, il faut que les femmes se mettent en réseau. Elles vont commencer, mais il faut qu'elles agrandissent ce réseau parce que aujourd'hui, celui qui manque des réseaux, c'est le pauvre d'aujourd'hui qui manque des réseaux. Il faut que leur réseau, comme vous avez commencé déjà, renforcer ce réseau. Elles vont partager leurs expériences. Elles vont impacter les unes des autres et puis surtout, elles vont récolter pour rebondir. La quatrième des choses, toujours dans le premier point que les hommes peuvent faire, qui va sortir de ce qu'on fait d'habitude, c'est aussi de soutenir les jeunes filles dans les écoles. On peut faire comment on appelle, des journées portes ouvertes, voilà. Parce que je me rappelle à notre première rencontre en 2014 ou 15, elles vont le dire, elles me disaient que leurs enfants ne voulaient pas être dans le secteur des mines. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et donc, il faut qu'on puisse montrer aux enfants ce qui est bon, surtout que les hommes sont engagés pour les femmes, il faut que ça soit su. Maintenant, le deuxième point, ça va concerner l'approche genre. Vous savez, on peut faire beaucoup de choses pour les femmes. Les hommes peuvent faire pour les femmes peuvent faire pour les hommes. Mais si on ne travaille pas ensemble, mais dans la main, ça c'est une autre approche qui est plus transversale. C'est ce que je propose en deuxième chose. Ce qui fera gagner les femmes, les hommes, mais aussi les entreprises. On a appelé ça le label genre et compétitivité des entreprises. On a mis en place un label qu'on peut vous proposer, un label qui va vous permettre d'avoir cette image positive. D'abord, les hommes et les femmes doivent travailler ensemble pour pouvoir réussir dans votre secteur. Il y aura aussi cette image positive que vous allez avoir. Et surtout, avec le label genre, on va mettre des structures en place, on va vous donner des exigences, on va vous donner des opportunités d'intervention, même par rapport à la RSE. Donc, voilà comment nous comptons vous accompagner. Ça va durer de 6 à 18 mois, comme je ne connais pas encore bien votre entreprise, mais on va faire ce partenariat pour que nous puissions vous accompagner. Là, il n'y a pas d'hommes qui accompagnent les femmes, il n'y a pas de femmes qui accompagnent d'hommes, mais on marche ensemble et c'est vraiment à travers les outils. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. On comprend bien votre message. On avance mieux en avançant ensemble, hommes et femmes ensemble. Et c'est tout l'objet de cette association I4CHI Mines Côte d'Ivoire, de faire justement bouger les hommes en faveur des femmes du secteur minier en Côte d'Ivoire. Donc, nous sommes apparemment alignés avec vos formidables idées. Il y en a plus qu'une, d'ailleurs, proposition que vous nous avez faite. Donc là, on est riche. On a de l'abondance. On pourra y revenir et en discuter. Je vous remercie beaucoup. Avant de reprendre directement notre discussion, je souhaite aussi vous présenter les autres membres du panel. Avec nous aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Madame Florence Tano, directrice du genre et de l'équité au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Nous avons également Madame Anikou Kakou, qui est conseiller technique auprès du ministre du Plan et du Développement. Vous êtes juriste de formation et vous travaillez sur les questions d'autonomisation économique des femmes, donc un sujet au cœur également de nos préoccupations. Enfin, quelqu'un qu'on ne présente plus parce qu'elle est un peu le visage de toutes les femmes du secteur minier ivoirien. J'ai nommé Christine Logbo-Kossi, présidente du réseau des femmes du secteur minier, FEMICI. Ce réseau a été créé en 2015.
Christine, vous êtes également directrice générale du groupement des professionnels miniers de Côte d'Ivoire, GPMCI. Ensuite, nous recevons Madame Sarah Yakanga Eba, qui est directrice des ressources humaines de la Société des mines d'Iti, une filiale du groupe Endeavour Mining, donc une vraie minière de terrain, puisqu'elle vit là-bas à Iti, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, pour ceux qui ne voient pas où ça se trouve. Enfin, Madame Kanga Eba a son propre slogan qu'elle met volontiers en avant, et là, je la cite, « Apprends, partage, motive et construit ». J'espère que vous aurez l'occasion de nous expliquer ce que vous entendez avec ce slogan, faire et démontrer. Enfin, à tout seigneur, tout honneur, pour compléter ce panel très riche, comme vous pouvez le voir, je vous présente Pascal Bernasconi, président de l'association I4CHI Mines Côte d'Ivoire et vice-président exécutif du groupe Endeavour Mining en charge de la RSE, des affaires publiques et de la sécurité. Si on n'était pas en virtuel, je vous demanderais d'applaudir nos panélistes, mais enfin, j'imagine que le cœur y est une fois de plus. Donc, on applaudit virtuellement. Voilà, merci. Comme c'est votre association, Monsieur Bernasconi, qui organise cet événement, c'est le premier d'ailleurs que vous organisez au titre de I4CHI, c'est peut-être l'occasion de nous faire un petit point sur l'avancée de vos activités depuis le lancement de l'association I4CHI Mines Côte d'Ivoire en décembre dernier. Merci Emmanuel, j'espère que vous m'entendez. D'abord, je voudrais remercier les différents panélistes qui ont bien voulu se joindre à cette table ronde et puis déjà nous faire part d'un certain nombre de recommandations. Elles sont nombreuses et elles sont riches et c'est bien l'objet recherché de cette table ronde, c'est de vous écouter pour essayer de construire une feuille de route qui réponde effectivement et très concrètement, comment dire, à l'enjeu auquel on est confronté. Alors, c'est un peu une innovation, la création de cette association, puisque c'est une première association, je crois la première association I4CHI, c'est-à-dire que c'est pas une démarche individuelle, mais il s'agit bien d'une démarche collective, comme il a été expliqué par Emmanuel au début, à l'initiative de notre ministre des Mines, Jean-Claude Kouassi, qui est malheureusement pas avec nous aujourd'hui. Et donc, finalement, ça nous donne une grande responsabilité devant, je dirais, les initiateurs de I4CHI, et on va essayer vraiment d'être à la hauteur, comment dire, de cette responsabilité. Alors, cette association, elle a été créée effectivement, on a engagé le processus de création de cette association en fin d'année dernière. Et donc, depuis, on a fait un certain nombre de choses. Alors, d'abord, la constitution administrative avec le dépôt des statuts, avec l'homologation qui est en cours. On est en phase de création d'un site web, d'une page Facebook. On est en préparation de la campagne d'adhésion. On a déjà rencontré un certain nombre de nos parties prenantes clés, en particulier Antonia, la représentante ONU Femmes. On a aussi, bien sûr, eu de nombreux échanges avec notre ministre pour construire un projet de feuille de route dont la première, finalement, le premier événement est cette table ronde. Alors, l'idée, c'est bien sûr d'enrichir cette feuille de route, mais je voudrais quand même peut-être la partager maintenant avec vous, Emmanuel, ou bien on réserve ça pour un peu plus tard? Si vous pouvez la présenter brièvement, et puis on y reviendra de toute façon par la suite quand chacun des panélistes présentera les recommandations pour ceux qui ne l'auront pas déjà fait. D'accord. Donc, en fait, cette feuille de route, cette association, on la voit comme une plateforme d'engagement des hommes du secteur minier, et tout particulièrement ses leaders, et ils vont se servir de cette plateforme pour faire progresser la situation des femmes au sein du secteur minier en Côte d'Ivoire. Alors, pour ce faire, on a imaginé quatre axes prioritaires qui vont être 4 leviers prioritaires qu'on va essayer de mettre à la disposition de ces leaders et de ces entreprises. Donc, le premier axe, c'est d'abord de mesurer, de produire des connaissances, parce qu'on peut pas progresser si on ne mesure pas, si on n'est pas capable de se situer précisément. Le deuxième axe, ça a été fortement souligné par les deux orateurs précédents, c'est de faire en sorte, comment dire, que les jeunes femmes aient envie de rejoindre le secteur minier, qui aujourd'hui est certainement pas assez vu comme un terrain d'opportunité
pour les femmes talentueuses. On a des femmes talentueuses dans le secteur minier, mais on n'en a pas assez. Et le premier enjeu, c'est effectivement, de pouvoir augmenter nos effectifs en recrutant des jeunes femmes qui ont envie de venir parce qu'elles sont convaincues qu'elles vont pouvoir faire une grande carrière dans le secteur minier. Ce qui est objectivement vrai, parce que le secteur minier, c'est principalement des entreprises industrielles structurées, des grandes entreprises qui peuvent donner des opportunités de carrière importantes en Côte d'Ivoire, mais aussi à l'international, avec tous les métiers qui sont représentés. Et donc, c'est clairement un excellent terrain de jeu, de croissance pour des jeunes talents féminines. Donc, il y a un effort de communication, un effort d'exemple à faire pour justement que ces jeunes femmes aient envie et voient le secteur minier finalement comme le secteur phare et qu'ils deviennent leur premier choix dans leur démarche de rentrer dans la vie professionnelle. Donc, on peut le faire, il faut le faire au travers de la communication, de l'explication, comme je le disais, d'exemplarité, de montrer des exemples et aussi peut-être de mettre en place des dispositions, attractives avec des stages, par exemple, de fin d'études attractifs pour les jeunes femmes, des choses comme ça. Il y a tout un programme à construire et moi, je pense vraiment que c'est un levier clé pour changer les choses au sein du secteur minier. Alors, le deuxième axe, c'est bien sûr, c'est de partager les bonnes pratiques des entreprises ou des initiatives qui sont faites au niveau des entreprises du secteur minier en reconnaissant, en faisant savoir les réussites, les succès, en les partageant, en aidant à ce que, ces bonnes pratiques se diffusent au sein des autres entreprises. Alors ça doit toucher la question de l'émancipation des femmes au sein de l'entreprise, qui a été évoquée par Euphrasie juste avant, par le développement des principes d'égalité hommes-femmes au sein de l'entreprise, et puis aussi à la prise en compte, ça a été ici évoqué par Antonia, des spécificités hommes-femmes au sein de l'entreprise. Et enfin, le quatrième axe, c'est aussi un devoir des sociétés minières, d'agir pour les communautés qui sont voisines de nos mines. Et donc, bien sûr, là aussi, il y a quelque chose à faire envers les femmes et d'encourager donc toutes les actions relatives à l'autonomisation des femmes, des communautés. Là aussi, en valorisant les expériences réussies, en partageant les bonnes pratiques et puis aussi en relayant des initiatives qui sont prises par, des institutions spécialisées comme l'ONU Femmes, par exemple, et faire en sorte que cette plateforme I4CHI Côte d'Ivoire soit le relais pour le déploiement de ces projets par les sociétés minières. Voilà les quatre axes. Je pense que, alors il y a forcément à les enrichir, mais j'ose croire qu'ils recouvrent assez, correctement les différents thèmes que vous avez abordés dans les recommandations qui ont été faites jusqu'ici. Très bien. On voit qu'en quelques mois, quelques semaines, l'association n'a pas chômé et a pas mal avancé dans la réflexion. Merci beaucoup, Pascal Bernasconi. Je rappelle le thème de notre réunion, donc c'est améliorer la place des femmes dans le secteur minier ivoirien. Quel rôle pour les hommes? Et c'est pour ça que nous sommes là aussi, pour essayer d'aider l'association I4CHI à trouver des pistes de réflexion, des pistes de solutions à la situation des femmes dans le secteur minier. Mais de quoi parle-t-on exactement, en fait, quand on parle des femmes dans le secteur minier? Je voudrais demander à Madame Logbo Kossi, donc la présidente du FEMICI, de nous expliquer un peu, nous dresser un panorama de la place des femmes dans le secteur minier ivoirien aujourd'hui. Tout à l'heure, il y a eu un constat assez dur, puisqu'on a parlé de rudesse et de misogynie du secteur minier. Christine, est-ce que c'est la réalité du terrain? Est-ce que c'est comme ça que les femmes vivent leur expérience dans le secteur minier ivoirien? Bonjour à tous, merci beaucoup Emmanuel. À la suite de toutes les grandes panélistes que nous avons aujourd'hui et de Pascal Bernasconi, je voudrais aussi au nom du FEMICI vous remercier de nous avoir associés à la discussion. Et nous sommes d'autant plus heureuses, nous femmes du FEMICI, que notre voix soit entendue avec l'avènement aujourd'hui de cette association I4CHI, cette plateforme de dirigeants du secteur minier qui décide de s'engager pour faire avancer
la promotion des femmes dans notre secteur d'activité. Oui, le constat n'est pas fameux, même s'il s'améliore depuis maintenant 6 ans, selon nos statistiques. De 2015 à 2021, on note entre 7 et 8% de femmes dans le secteur minier. C'est 1389 femmes dans la chaîne directe, dans l'ensemble des sociétés minières, aussi bien en production qu'en exploration. Donc, c'est pour vous dire que véritablement, les chiffres ne sont pas bons et ce n'est pas un environnement qui est aussi assez favorable pour les femmes. Donc, nous, au sein du réseau, nous avons mené diverses actions, sensibilisation pour que les femmes voient les opportunités qu'ils peuvent avoir, aussi bien en termes d'emploi direct, mais qu'en opportunité indirecte en termes d'emploi ou d'entrepreneuriat pour qu'elles puissent faire leur place. Je pense que Mme Sodonon et Mme le ministre Yao ont véritablement déroulé les faiblesses ou en tout cas les endroits où il faut renforcer pour que les femmes puissent mieux se faire voir, mieux communiquer, mieux être en réseau et véritablement elles-mêmes renforcer leur voix pour qu'elles soient mieux entendues. La plateforme E4She, pour nous, véritablement, j'ai envie de dire, c'est plus qu'une bénédiction parce que c'est là-bas où se prend la décision, en tout cas en termes d'entreprise. Et si des hommes aujourd'hui s'engagent véritablement, nous pensons que nous avons touché le deuxième levier pour que la condition de la femme dans le secteur minier s'améliore. Je suis ravie aussi de vous annoncer que tous les sites en production en Côte d'Ivoire aujourd'hui ont un regroupement de femmes, ont un groupement de femmes, et toutes les principales universités en Côte d'Ivoire ont des groupes de femmes. Donc, l'association E4She a des mouvements ou a des représentations de femmes auprès desquelles ils peuvent mieux discuter, mieux écouter et entendre encore plus les attentes de ces femmes-là. Le FEMICI essaie de regrouper l'ensemble de ces mouvements, de ces associations, mais aujourd'hui, véritablement, les femmes ont une voix. Donc, si nous, on peut, à la suite de ce chapelet de recommandations qui est faite, si nous, on peut véritablement apporter notre voix de façon concrète, pour nous, c'est concrètement 2 actions. À court terme, c'est véritablement de maintenir celles qui sont déjà dans le secteur. Oui, elles sont peu visibles. Oui, on ne voit peut-être qu'un seul visage, mais non. C'est 1389 femmes qui sont en entreprise dans le secteur minier privé direct. Donc, aujourd'hui, il faut maintenir celle-là. Je peux vous donner un chiffre, 37,8% des emplois perdus en 2019 étaient constitués de femmes, pour 2 raisons principales. Faire une vie de famille ou parce qu'elles n'étaient pas suffisamment valorisées dans leur poste. Si l'association aujourd'hui, sur l'axe 2 que M. Banasconi a présenté, peut aller encore plus en profondeur, c'est véritablement d'aider ces femmes-là à maintenir leur place et à être davantage valorisées dans leur poste. Donc, nous pensons que maintenir les femmes qui sont déjà en activité, en les valorisant, en faisant du rééquilibrage salarial, en favorisant des conditions de travail beaucoup plus saines, permettrait de maintenir ces femmes en fonction. Et deuxièmement, c'est de générer un pool de jeunes femmes qui va être la génération future en leur permettant d'avoir accès à des sites miniers pour qu'elles voient ce que c'est qu'un site minier, qu'elles partagent et qu'elles connaissent la réalité des sites. À plus moyen terme, nous pensons, et on passe par Madame de ONU Femmes et Madame le ministre Efrazi Yao, c'est véritablement que le genre soit institutionnalisé dans le code minier et dans l'ensemble des textes normatifs pour que cela devienne une vraie réalité à la suite de l'association E4She qui s'est mise en place. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a un point quand même qu'on peut peut-être évoquer, c'est celui de la vocation en quelque sorte et du fait que, comme ça a été souligné par les différentes intervenantes, le secteur minier ne fait pas forcément rêver les jeunes filles et les jeunes femmes. Alors, comment faire pour que les jeunes filles et les jeunes femmes rêvent de faire carrière dans le secteur minier? Madame Florence Tano, vous êtes directrice du genre et de l'équité au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Quel est selon vous le meilleur moyen d'atteindre cet objectif ambitieux? Madame Anikou Kakou, vous êtes aujourd'hui, donc, on le disait tout à l'heure, conseiller technique auprès du ministre du Plan et du Développement de Côte d'Ivoire, mais vous avez aussi eu une longue expérience dans le secteur privé. Est-ce que vous pouvez nous faire part un peu de votre histoire, de votre expérience et nous expliquer, par exemple, comment des hommes ont pu, au long de votre parcours, vous aider, ou pas d'ailleurs, au cours de votre carrière professionnelle?
Merci. D'habitude, j'aurais adressé mes remerciements au nom de Madame le ministre du Plan. Actualité oblige. Je suis tenue par la rigueur. Et donc, votre question, elle est posée avec beaucoup de parcimonie. Mon expérience personnelle, je suis à l'aise. Donc, euh, alors moi, je dirais que je voudrais pas parler de chance, mais j'ai pas eu tout au long de mon parcours professionnel ce sentiment-là d'être mise de côté ou d'être différenciée du fait du genre. Non. Bien au contraire, j'ai peut-être après du moment où moi je fais partie d'une fratrie composée en majorité d'hommes, ben je me suis toujours dit qu'il fallait que je m'impose par mon savoir-faire. Et voilà. Alors, je voudrais peut-être aussi, si vous me permettez, féliciter l'initiative E4She, parce que même si personnellement, j'ai pas eu à sentir de discrimination, si je puis m'exprimer ainsi, je sais que cela existe de par les témoignages précédents, des panélistes précédentes. Et donc, vous féliciter et par rapport à votre plan d'action et mon expérience, ce que je pourrais peut-être apporter, hum, c'est d'avoir plutôt un regard tourné sur la formation de base, une attention particulière sur la formation de base. Vous verrez qu'au ministère du Plan, précédemment, j'étais au ministère de l'Économie et au ministère du Plan, on a une faible représentativité, c'est vrai, des femmes. Quoi qu'au ministère du Plan, 28% de l'effectif total, on approche quand même de la moyenne recommandée. Et cela est dû à la base un peu au curricula que les femmes ont tendance, j'allais dire, à choisir. Et le secteur minier, il cadre a priori avec pénibilité de travail. Je dis bien a priori. Et donc, il y a beaucoup de communication, de sensibilisation, d'information et de formation à faire à la base. Déjà, vous savez que nos enfants, maintenant, ils sont très éveillés. Quand je parle d'éducation de base, je parle de primaire. Là où la curiosité s'éveille, là où les passions s'éveillent et où on reste figé sur ce qu'on a vu, ce qu'on a aimé, on a tendance plutôt à se tourner vers les formations professionnelles ou supérieures. Mais moi, je vous recommanderais, si vous me le permettez, d'être intéressé donc à vulgariser ce métier auprès des petites filles en primaire. Voilà pour mon propos préliminaire. Vous féliciter une fois de plus et vous intéresser aussi au plan national de développement. Là, je suis un peu plus à l'aise, qui, dans sa formulation, à travers ces 5 axes ou 6 pour le quinquennat qui est engagé, donne une place importante à la dissémination du budget sensible au genre. Donc, depuis que nous sommes passés, comme vous le savez, au budget programme, on a des formations au niveau de l'administration, que ce soit les fondés de pouvoir ou nous qui dirigeons des projets de développement communautaire ou structurants. On a donc des formations sur le budget, la budgétisation sensible aux gens. Et je pense donc que c'est une niche très importante pour votre association en termes donc de financement et puis en termes aussi de dissémination de vos idées qui sont assez pertinentes, moi, je dirais. Voilà pour mon propos préliminaire. Merci. En tant que responsable au ministère du Plan, vous avez à cœur aussi de mettre en œuvre les objectifs de développement durable. En quoi la participation plus importante des femmes au secteur minier peut aider à réaliser ces objectifs selon vous? Alors, sur les objectifs de développement durable, nous travaillons en étroite collaboration avec la société civile et nous avons une organisation qui est pilotée par une femme sur justement le suivi des ODD, Madame Beauvoir, Rachel, et qui a aussi une approche très sensible aux gens. Alors, ce que moi, je pourrais dire au niveau déjà des ODD et de la société civile, hein, qui a un fort impact, tout comme le secteur privé sur la mise en œuvre du plan national de développement, c'est la formation. C'est d'abord l'appropriation effective
de ces objectifs de développement durable. Il faudrait que ces objectifs de développement durable, on ne le dit pas suffisamment, soient aussi alignés sur l'agenda 2030 de l'Union africaine, qui donne des orientations très pertinentes en matière de mise en œuvre de ces objectifs-là. Donc, quand on parle de développement durable, moi, je suis très sensible au développement communautaire de base, au développement communautaire, tout simplement. J'ai la chance de diriger des projets de développement communautaire et je vois avec les femmes cette capacité, moi, je parlerai plus de potentiel, mais cette capacité à être un véritable acteur de développement. Nous insistons sur le fait que, comme je vous le disais tantôt, les budgets sont donc sensibles aux gens. Du coup, lorsque nous structurons des projets de développement communautaire tels qu'ils soient, nous orientons donc le bénéfice des subventions vers les groupements de femmes, mais nous attachons, moi particulièrement, une attention particulière à la formation. Formation, je dirais en planification selon leurs compétences, formation dans leur domaine d'activité pour aboutir à une professionnalisation du métier ou de l'activité en fait qu'elles font. Pour passer d'une activité, on le dit dans la science de développement de subsistance, à une activité qui vous garantit des ressources pérennes, il faut que vous soyez formés comme il se doit, et en plus sur l'échelle de valeur internationale. Que les femmes ne se satisfassent plus du minimum. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, quand vous allez dans nos contrées, nos campagnes, nos villages, nos campements, elles ont des téléphones portables. Il y a aujourd'hui la connexion. Donc, elles sont capables de voir ce que la femme thaïlandaise fait en matière de culture de riz. Elles sont capables de voir comment un Vietnamien ou un Australien arrive à mettre en place un système d'irrigation performant. Et du coup, moi, je dis qu'il faut que nous formions ces femmes parce que les femmes, elles ont des capacités, elles ont l'envie, la volonté et elles sont un acteur de développement majeur. Donc, nous leur apprenons à professionnaliser leur activité pour avoir des revenus stables, mais aussi, on parle de durabilité, il faut de l'inclusion financière. Et donc, quel que soit le projet, j'entendais parler tout à l'heure d'activités génératrices de revenus, c'est réellement que nous développons une ingénierie financière et nous titillons quand même vous savez, les institutions de microfinance. Les institutions de microfinance aller au-delà de l'ingénierie financière classique. Et moi, je vous encouragerai dans ce sens-là, développer des outils qui permettront à ces dames-là, d'abord même l'enveloppe, excusez-moi si je suis longue, l'enveloppe juridique dans laquelle elles exercent l'activité. En général, elles aiment bien se mettre en association. Nous disons aujourd'hui, si vous voulez aller vers des structures internationales ou des structures qui pourront vous financer, il faut passer d'associations, de groupements à sociétés coopératives, par exemple. Et on les forme dans ce sens-là. Et elles sont réceptives, elles sont désireuses d'apprendre. Donc, E4She, moi, le message que j'aimerais passer, c'est déjà au niveau macro, au niveau du pilotage du développement. Vous avez le ministère du Plan qui est donc le budget, je peux le dire, le gouvernement qui a cette budgétisation sensible aux gens. On a déjà parlé du cadre institutionnel des mines, mais il faut aussi savoir qu'il y a la budgétisation sensible aux gens qui est une réalité aujourd'hui. Et puis, au niveau méso, il y a aussi des projets de développement communautaire très structurés et ambitieux qui suivent une démarche holistique pour l'intégration des femmes, leur prise en charge. Très bien, merci beaucoup, c'est très clair. On voit donc plusieurs axes d'action sur les femmes qui sont déjà dans le secteur minier, sur les femmes des communautés autour des sites miniers, et tout ça pour participer mieux de manière holistique, comme vous le disiez si joliment, au développement de la Côte d'Ivoire et de l'autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire. Beaucoup de réactions aussi sur les réseaux sociaux. Par exemple, Myriam Kwasi sur Facebook qui dit « Pensez à mettre en place des journées portes ouvertes dans nos lycées ».
Ça reprend un peu une des idées qui a été évoquée tout à l'heure pour sensibiliser les jeunes filles au secteur minier. Joss ici qui précise que le secteur minier est très attractif et nous espérons faire venir beaucoup plus de femmes dans le secteur minier. Alors, je viens justement sur notre dernière panéliste, puisque apparemment Madame Florence Tano n'est pas en ligne et n'arrive pas à se connecter. Madame Saraya Kangaeba, je disais tout à l'heure que vous étiez directrice des ressources humaines de la mine d'Ity, du groupe Endeavour Mining, et je posais la question à Madame Tano sur ce qui pourrait aider à faire rêver les jeunes filles sur le secteur minier, à ce qu'elles aient envie de rallier le secteur minier. Alors, ma première question, ce sera, est-ce que vous aviez rêvé de rentrer dans le secteur minier, puisque vous avez eu d'autres expériences de d'autres secteurs avant, et ensuite que vous nous fassiez part un peu de ce que vous mettez en œuvre, vous, justement, pour attirer les jeunes filles, pour faciliter la carrière des femmes dans leur travail sur la mine d'Ity, et aussi que vous nous livriez un peu votre expérience, votre témoignage, parce que ça ne doit pas toujours être facile d'être une femme sur un site minier au fin fond de la Côte d'Ivoire. Donc, je vous donne la parole, Sarah. Expliquez-nous comment on peut faire rêver les jeunes filles et quelle a été votre expérience et qu'est-ce que vous mettez en place à Haïti pour les femmes. D'accord, merci beaucoup. D'abord, je vais remercier, comme tous les autres panélistes, je vais remercier mon employeur, Endeavour Mining, qui me donne l'opportunité et me fait cette confiance de pouvoir participer à ce panel riche et varié aux côtés de ces figures emblématiques de notre pays. Donc, merci à Pascal et puis à Laetitia pour le choix sur ma personne. Bon, pour tout commencer, moi, je pensais pas atterrir dans le secteur minier. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas connu du tout. Ça, il faut le dire, le secteur minier est méconnu au niveau de la Côte d'Ivoire. Et je savais qu'il y avait des mines, mais lorsque la VP m'a appelé me parler d'un recrutement, bien vrai que j'avais postulé, qui était situé à Haïti, j'ai commencé à rire. Je dis, où? À Zogne? Où? C'est où? C'est-à-dire, c'est méconnu. Je m'étais jamais imaginé arriver à Zogne, à 4 km de la frontière du Libéria, y exercer, y être encore aujourd'hui, à peu près après 1 an. Donc, ce secteur était méconnu, mais j'ai pris le temps et ce que j'ai apprécié dans nos échanges, elle m'a demandé de réfléchir d'abord parce que c'était pas aussi facile. Elle n'allait pas me blaguer parce que les conditions n'étaient pas toujours évidentes pour des femmes parce que je suis épouse et mariée et mère de 3 enfants. Donc, j'ai pris le temps. Ça a duré 3 à 4 jours avec mon époux et on a pris la décision, bien entendu, en regardant un peu le pour et les avantages et les inconvénients. Les avantages à y venir et les inconvénients à ne pas y venir, en fait. Et on a fait le choix. Je peux dire que pour moi, personnellement, si je me base sur ma propre expérience, mon choix a été définitif grâce à mon époux, à mon mari, qui est en termes de compréhension, en termes de métier et qui m'a poussé justement, qui m'a motivé à pouvoir accepter. Donc, pour moi, aujourd'hui, E4She, je peux dire mon premier I, c'était mon époux, justement, qui m'a aidé justement à accepter cette proposition parce que pour lui, ça répondait à mon projet de carrière et ça s'inscrivait pour lui, c'était la somme, le résumé de toute cette riche expérience que j'avais dans les différents secteurs déjà passés. Donc, moi, aujourd'hui, étant de l'autre côté de l'écran, quand je vous écoute, je dis oui. Quand j'écoute tous les panélistes, je dis oui, mais moi, je le vis au quotidien. C'est-à-dire, d'abord, ce que j'ai vu en arrivant, j'ai vu un beau cadre où il y a de belles choses, mais qui est totalement méconnu du public. Et donc, souvent, mes collègues, mes anciens patrons me disent, mais envoie-nous des photos, on ne sait pas où vous êtes, comment ça se passe. C'est-à-dire, pour moi, le premier point que je peux dire, c'est vraiment créer une politique, une marque employeur pour toutes les entreprises minières autour, justement, des mines, parce que c'est méconnu. Quand je parle de marque employeur, c'est comment attirer, justement, les personnes en marketant, justement, les activités au niveau des mines, en marketant le secteur, en faisant ressortir les filières qui peuvent être disponibles, en mettant en avant les conditions d'accès et surtout en créant des conditions pour la conciliation vie familiale, vie professionnelle. Parce que ça aussi, c'est un point qui fait qu'il y a beaucoup de personnes ou de femmes, soit elles commencent très tôt dans les mines et après elles disparaissent pour revenir après, justement, quand les enfants sont un peu plus âgés. Donc, ça, c'est mon premier point. Informer et sensibiliser sur les avantages à travailler dans les mines. Les mines, aujourd'hui, pour moi, étant à l'intérieur, c'est une vraie école d'apprentissage. Donc, je le relis en même temps avec mon slogan.
Pourquoi? Parce que on apprend en faisant. Donc, learning by doing. C'est Quelques petits problèmes des de choses connexion de que je votre ne côté, connaissais pas. Sarah. La ligne apparemment n'est plus stable. Est-ce que vous pouvez Oui. reprendre avec votre slogan? Allô? Oui, c'est Oui, bon? Oui, on d'accord. vous entend. Vous m'entendez? D'accord. Je dis, c'est un véritable creuset de formation, les mines. Donc, moi, ma plus grande richesse aujourd'hui, c'est j'apprends. Et j'apprends beaucoup de choses parce que le rythme est accéléré. Donc, dans une industrie, comparaison n'est pas raison, c'est vrai, mais dans une industrie, par exemple, sucrière, si je fais la différence de ma propre expérience, ou en termes d'implémentation des projets, ici, les délais sont courts. Si je me fais juste une point ratio, une expérience que vous aurez peut-être fait 3 ans dans un secteur, par exemple, de l'agricole, en un an, vous avez vu beaucoup de choses dans les mines. Parce que chaque jour est une situation différente, des problèmes différents. Donc, il faut faire des choix, il faut tout de suite avancer, assumer les responsabilités, décider. Et ça, c'est assez intéressant. Moi, aujourd'hui, de ce que j'ai pu, parce que je suis là le 1er mai, j'aurai 1 an dans la fonction DRH à Haïti, ce qu'on a pu construire, et je pense que le summum de tout ce qu'on a pu faire jusque-là, c'est le 8 mars dernier, on a lancé officiellement l'association des femmes des mines d'Haïti AFMI, où on a eu la présence de Madame Lobo-Christine qui est venue et on a échangé avec les différentes femmes. En termes de taux, nous sommes 9% de femmes qui sont à Haïti et on a eu l'occasion de partager, d'échanger avec elles les difficultés qu'elles peuvent rencontrer. Si je parle encore de ce qu'on a pu faire, c'est nous sommes en train d'implémenter, c'est-à-dire pouvoir travailler sur les rotations, comme on appelle généralement les rosters. Parce que s'il y a des rosters qui sont longs, vous comprenez qu'en termes de conciliation vie professionnelle, vie familiale, ça devient difficile pour la jeune mariée, pour la jeune mère, de pouvoir regagner justement son foyer. Et nous sommes, et ça, la direction nous a donné le OK dessus pour que nous puissions déployer de sorte de pouvoir avoir un temps de travail et un temps justement de repos qui soit adapté. Ensuite, on a travaillé sur tout ce qui est divertissement. Parce que quand Alors, on dit attendez, Sarah, avant de continuer, parce qu'il y a un point là dans les questions du public qui rejoint un peu ce que vous dites sur la facilitation de la vie des femmes. Et il y a Madame Legré-Marie qui nous demande combien de temps de congé de maternité ont les femmes du secteur minier? Ont-elles 2 ou 3 mois comme toutes les femmes? Bénéficient-elles de mesures d'exemption pour leur retour au travail avec des enfants en bas âge? Et là, bien sûr, en filigrane, il y a la question aussi de l'allaitement. D'accord, bon, ça tombe bien, c'était le 3e point, c'était sur les congés de maternité. Donc, dans le dernier accord qu'on a pu justement faire signer en novembre dernier, on a mis une option, permettre à la femme de ne plus prendre 3 mois supplémentaires de congés de maternité. Donc, on explique, quand nous sommes sur les mines, et par rapport aux heures d'allaitement, elle n'aura pas le temps d'être sur les mines et de partir allaiter pour celles qui ne sont pas justement de la communauté et qui résident soit à Abidjan, à Yamoussoukro ou à Korogo dans le nord de la Côte d'Ivoire. Elles n'auront pas le temps justement de pouvoir revenir allaiter. Donc, on cumule les heures d'allaitement. Donc, quand on cumule, ça fait à peu près 2 mois et demi. On l'arrondit à 3 mois et elles ont la possibilité de pouvoir bénéficier de ce congé supplémentaire qui est payé par l'entreprise pendant tout ce temps pour qu'elles puissent rester un peu plus avec leurs enfants. Donc, ça, c'est vraiment une grande première dans l'histoire de Haïti et ça, c'est vraiment à féliciter. Donc, le 4e point, c'est sur les divertissements. Parce que on s'imagine pas, nous, on est sur site, mais c'est un peu travail, boulot, dodo. Donc, on est juste, excusez-moi du terme, on est juste comme on dit, le camp n'est pas très loin du bureau. Et souvent, en termes de fatigue management, on ne se rend pas compte parce qu'on se dit, si je rentre en cité, je vais aller me reposer, je vais m'ennuyer. Mais comment faire en sorte? On a essayé, et depuis que je suis là, à diversifier justement les jeux qu'on pouvait avoir. Donc aujourd'hui, on peut avoir du baby-foot. C'est vrai que sur les mines, et ça, je dis à tout le monde, tous ceux qui nous écoutent, on a la piscine, on a des salles de sport, on fait de la zumba, on a des vélos, on a des baby-foot. Donc, on a une vie qui nous permet d'équilibrer parce que c'est vrai qu'on peut avoir des rosters, mais le fait d'être sur les mines, parce qu'on a aussi un jour de repos, sur les mines dans l'organisation du travail, nous permet justement de pouvoir souffler. Donc, voilà ce que je peux déjà dire d'entrée de jeu pour ce que j'ai pu déployer depuis mon arrivée, de ce qu'on a pu faire justement, bien entendu, avec le...
toute la direction générale d'Endeavour Mining. On vous perd un petit peu à nouveau, Sarah. J'espère que la connexion va se rétablir. Allô, vous m'entendez? On vous entend pas très bien, ça coupe régulièrement, mais je vais en profiter pour faire part à l'Assemblée de commentaires de certains participants qui nous suivent dans le public. Par exemple, Simon Touré, président de l'Association des géologues de Côte d'Ivoire, qui dit « Ce qu'il faut, c'est la contribution des entreprises minières à la formation pratique. Beaucoup de jeunes filles changent de vocation car n'ayant pas de perspective réelle dans le domaine minier. » On a aussi une question, alors peut-être que celle-là elle va s'adresser davantage à Pascal Bernasconi. Ambeu Félix qui demande qui peut être membre de l'association I4CHI Mines Côte d'Ivoire. Les hommes ont-ils le droit? Je dirais ils ont plus que le droit, ils en ont le devoir, mais je parle sous votre contrôle, Pascal. Comment pourrait-il favoriser l'atteinte des objectifs de l'association? Pascal, est-ce que vous pouvez répondre à Félix Ambeu? Oui, alors bien sûr. Donc effectivement, l'association est ouverte à tous les hommes qui souhaitent s'engager, sur cette cause. Alors, à la fois en tant que personne physique ou au nom de la société qu'ils représentent, donc en engageant la société comme personne morale. Donc voilà, c'est comme ça on devient membre de l'association I4CHI. Et devenir membre de l'association I4CHI, ça veut dire s'engager à respecter les principes qui ont été définis dans le cadre de l'initiative I4CHI de l'ONU. Voilà ce que ça veut dire. D'accord ? Donc, on n'a pas encore, on est en train de préparer les appels à cotisation, et donc ça va venir dans les jours et les semaines qui viennent. Emmanuel, c'est moi qui fais l'erreur de laisser mon micro fermé. C'est un peu la honte, mais bon, vous m'excuserez. Je demandais à la représentante résidente d'ONU Femmes en Côte d'Ivoire quel était l'intérêt pour les entreprises d'adhérer à une association comme I4CHI Mines Côte d'Ivoire. Qu'ont-elles à y gagner, que ce soit en termes économiques ou en termes de reconnaissance sociale ou en bénéfice, pourquoi pas d'affaires? En fait, pour nous, cette association I4CHI, comme le mentionnait M. Bernasconi un peu plus tôt, c'est la première fois que nous avons une association I4CHI. Par le passé, il s'agissait d'individus qui rejoignaient ce plaidoyer, cette campagne en appui aux femmes. Mais cette association I4CHI, qui vient d'être mise en place en Côte d'Ivoire, c'est l'opportunité pour plusieurs compagnies, des compagnies dans l'industrie extractive ici, de se fédérer autour de la réalisation des ODD. Et je mentionnais un peu plus tôt que la campagne I4CHI et les Women Empowerment Principles, c'est un partenariat entre ONU Femmes et le compact du système des Nations Unies. Un compact global, c'est-à-dire un partenariat entre le secteur privé et les Nations Unies pour la réalisation des ODD. Ce dont les compagnies bénéficient en rejoignant l'association I4CHI, c'est que de facto, ils reçoivent un label. C'est un label qui montre que cette compagnie adhère au principe d'autonomisation, mais de façon beaucoup plus large à la réalisation des ODD. De l'autre côté, ce que je disais également un peu plus tôt, c'est que nous mettons à la disposition de ces compagnies ces principes d'autonomisation des femmes, qui fait que lorsque ces principes sont mis en œuvre au sein d'une compagnie, on voit que la performance est améliorée. 40%, c'est les données, c'est une étude de la Banque mondiale qui a montré que lorsqu'une compagnie suit ces principes d'autonomisation des femmes, ses revenus sont augmentés de près de 40%. Donc, c'est ce partenariat, en fait, que nous avons entre le secteur privé, mais également le gouvernement de Côte d'Ivoire et le système des Nations Unies dans la réalisation des ODD dans un pays donné. C'est ce que je pense que c'est ce que nous voulons voir dans l'engagement des compagnies. Nous ne faisons plus le business de développement comme avant, où une compagnie pouvait travailler sans toutefois
avoir égard à l'impact qu'elle pouvait avoir au niveau de la société. Et c'est ce que nous souhaitons voir au niveau du gouvernement, que nous fédérons tous autour de la réalisation des ODD. J'étais particulièrement, j'étais très impressionnée, très satisfaite de l'intervention de Madame Kakou, au ministère du Plan et du Développement, qui a fait ce lien très clair entre cet engagement et la réalisation du plan national de développement. Il y a cet appel au niveau mondial à ce que le secteur privé se joigne au gouvernement, pas simplement que le secteur privé fasse du profit rien que pour faire du profit, mais contribue au développement des pays. Donc, ce partenariat dans le cadre de l'association E4She permet à ces entreprises de s'inscrire dans cette logique et d'accroître leur visibilité. Je vous remercie. Merci beaucoup. Une question de Madame Annick Roland, je pense qu'il s'adresse plus particulièrement à Madame la ministre Frazy Yao. Est-ce que le compendium des compétences féminines collabore avec les miniers pour proposer des candidatures féminines aux entreprises du secteur minier? Le compendium des compétences féminines a pour objectif de renforcer la participation, le leadership des femmes dans tous les domaines. Et dès qu'on a commencé, on a vu que dans le secteur minier, il y avait des difficultés. C'est comme ça qu'on a commencé à les aider. Mais on a aussi signé des partenariats avec les maisons d'embauche pour pouvoir nommer les femmes, pour pouvoir permettre aux femmes de compétir, voilà, aux entreprises. Maintenant, de façon particulière, avec le secteur minier, on ne l'a pas encore fait. Donc, je pense qu'avec l'engagement qu'on va prendre avec vous, ça sera l'occasion de travailler plus étroitement. Sinon, on est fait avec plusieurs autres structures. Voilà ce que je peux dire. Très bien, merci beaucoup. C'était clair. Une autre question de Mayele Koulibaly. Il serait intéressant de promouvoir aussi l'accès au top management pour les femmes, un double avantage, permettre aux femmes de construire leur carrière dans ce secteur et de participer aux bénéfices de la société. Je pose la question à la fois à Pascal Bernasconi et à Madame Kakou. À qui donnes-tu la parole? D'abord, Madame Kakou, honneur aux dames, même si c'est les hommes pour les femmes. Madame Kakou, votre micro. Oui, autant pour moi. Alors, oui, il s'agit de la question savoir s'il faut ou non faciliter l'accès au management, au top management pour les femmes. Moi, je suis toujours un peu gênée quand j'ai l'impression qu'on négocie ou en général, on parle de discrimination positive. Bon, mais je dis, il faut mettre les personnes capables. Voilà. Est-ce que, à force de parler de discrimination positive, nous ne sommes pas en train de favoriser de la formation au rabais, de la facilité? Pardon, mais l'Afrique ne peut pas se le permettre. L'Afrique ne peut pas se le permettre. Moi, je dis, on donne l'opportunité, on donne le droit à une femme qui mérite, voilà, Un petit problème de connexion. Oui, d'occuper la place qui lui revient, tout simplement. Et en termes de top management, il y a des positions stratégiques qui peuvent faire évoluer les choses. Il y a des positions stratégiques, comme par exemple la position de M. Bernasconi. C'est une position stratégique. La preuve… Vous voudriez prendre sa place? Non, il faudrait que Mme Lobokossi veille à ce qu'il soit très bien encadré par des femmes. Je ne doute pas, vous voyez, il porte une initiative qui est magnifique, qui va faire bouger la condition des femmes. Et moi, c'est sur ce point que j'attends plutôt la contribution des femmes, que nous soyons à la pointe de l'opportunité, quelle que soit notre position, pour faire bouger les choses. Je vous remercie.
Merci beaucoup. J'ai vu que vous aviez levé la main, Madame Gabala Sodonon, mais je vais d'abord laisser Pascal Bernasconi répondre sur la place des femmes dans le top management, dans les entreprises minières. Peut-être à travers l'exemple d'Endeavour Mining. Oui, mais d'abord, je veux affirmer qu'il est clair que les entreprises ont tout intérêt à avoir, comment dire, des équipes mixtes au sein de leur top management parce qu'elles sont beaucoup plus efficaces comme ça. Moi, j'en suis personnellement totalement convaincu et je pense que c'est aussi le cas de beaucoup de dirigeants. Mais la question, c'est comment on fait pour y parvenir. Et là, je rejoins ce qu'a dit Madame Kakou. Je ne crois pas que comment dire, que des approches de type discrimination positive puissent adresser cette question-là. Pour adresser cette question-là, il faut bien sûr faire en sorte que dans l'entreprise, les femmes aient effectivement bien les mêmes chances que les hommes d'évoluer. Et puis, il faut attirer, je le répète, des talents dans nos entreprises pour, comment dire, qui ont l'ambition d'occuper ces postes. Et c'est comme ça qu'on arrivera, je dirais, à atteindre cet objectif qui doit être un objectif. Et c'est vrai que je peux citer l'exemple d'Endeavour Mining, on est préoccupé par cette question. On a récemment augmenté, enfin dans les dernières années, augmenté de manière assez significative les taux de femmes cadres dans le top management au niveau de vice-président et d'exécutif vice-président. Je pense que ça va continuer, mais c'est pas été du tout en faisant de la discrimination positive. C'est parce que on a trouvé des candidates qui étaient les meilleures candidates pour occuper ces postes, et c'est ça qu'il faut faire. Et il faut trouver les conditions justement pour que les meilleurs candidats pour occuper ces postes de management soient, comment dire, aussi bien des hommes que des femmes. Une question pour rebondir, Pascal, sur ce que vous dites. Déborah Pan, épouse Joro, demande s'il y a un taux final de femmes à atteindre dans le secteur des mines. Est-ce que c'est prévu? Est-ce que ce serait possible d'avoir un chiffre à peu près pour avoir une idée? On voit que les taux sont faibles. Si on se compare à d'autres métiers, enfin d'autres secteurs d'activité, là on est on est inférieur à 10%, je crois autour de 7-8%. Alors, il y a certaines entreprises qui font un peu mieux avec 1 ou 2% de plus, mais tout ça reste très faible, c'est clair. Donc, les objectifs qu'on se donne, c'est des objectifs de progrès pas à pas, bien évidemment, et pour essayer d'atteindre, comment dire, des taux normaux. Il y a, je crois, à peu près autant de femmes que d'hommes sur la Terre et dans l'activité professionnelle. Donc, ça doit être ça l'objectif final. Mais bien sûr, on peut y arriver que pas à pas et ça prendra du temps. Madame Gbadala Sodonon, vous aviez levé la main. Vous nous entendez? Antonia? Oui, excusez-moi. Je disais, vous aviez levé la main, on vous écoute? Oui, en fait, je voulais revenir sur le fait sur l'opportunité que représente cette association I4CHI en termes de dialogue. Un peu plus tôt, Pascal mentionnait le dialogue et le partage d'expériences entre les compagnies. Mais il y a également la possibilité ici d'avoir le partage d'expériences et avec le gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de développement. Et donc, on aurait un dialogue à plusieurs niveaux. I4CHI au niveau des communautés, dans le cadre de plans de développement locaux. Et tout ça donnerait un visage beaucoup plus humain du secteur des mines. Et il y aurait également cette possibilité à travers, Pascal, le travail de l'association I4CHI de contribuer au rapport du gouvernement sur les objectifs de développement durable. Donc, ce serait une contribution du secteur minier à la réalisation de la vision du gouvernement. Donc, ce n'est pas simplement fédérer le secteur minier pour le fédérer, mais pour contribuer effectivement au suivi de la réalisation des ODD, mais de façon substantive au rapportage que fait le gouvernement dans le système des Nations Unies, dans la CEDEAO ou dans l'UNOA.
Donc, pour dire l'importance, hein, l'importance et le potentiel de cette association I4CHI. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la représentante résidente d'ONU Femmes à Abidjan. Je vois que Madame la ministre Fraziao a levé la main également. Vous avez la parole. Ok, je voulais juste dire que nous parlons le même langage. Vous avez vu, quand on faisait le compédium depuis près de 10 ans, on parlait de valoriser les compétences des femmes, valoriser les talents, valoriser leur savoir-faire, parce qu'elles en ont. Mais il y a des normes, des cultures qui font que souvent, on n'arrive pas à les avoir. Vous voyez, on n'est jamais parti avec la loi. Et 10 ans après, quand on a pu positionner des femmes, on a fait des miracles, même au niveau de la participation politique, des femmes de CP2 qui ont été députées parce qu'ils ont eu leurs compétences valorisées, ils ont eu confiance en elles. C'est de ça qu'on parle au quotidien. Deuxième élément, il y a près de 2-3 mois, quand on a lancé le label GSCE, c'est simplement pour pouvoir créer cet environnement favorable pour que les femmes et les hommes de vos entreprises affinent davantage leur potentiel, travaillent mieux en équipe, améliorent leur rendement et soient encore plus épanouis. Et surtout, c'est pour transformer vos entreprises afin qu'elles soient plus fortes, plus résilientes, plus compétitives, plus rentables. Vous voyez que vous-même, vous gagnez. Nous, on ne part jamais. Si vous avez remarqué, ça me fait 30 ans d'engagement, seule femme titulaire de chaîne de en Côte d'Ivoire, travaille sur le genre. Je vous dis qu'on va avec des opportunités qu'on vous apporte. Je voulais vraiment rétablir cela. Voilà. C'est vraiment pas la loi. C'est vraiment pas les droits des femmes. Non. Nous sommes là pour vous dire que si vous marchez ensemble, vous allez gagner. Vous allez gagner en notoriété. Surtout avec le label qu'on vous propose, vous allez gagner en visibilité, tant sur le marché national qu'international. Et tout ceci dans une approche qui peut durer 6 à 18 mois. Et je pense que ce n'est vraiment pas vous demander pardon pour qu'on prenne des femmes. Ça, il faut que ça soit clair aussi. Merci beaucoup. On ne va pas demander pardon, alors on va prendre plus de femmes. Non. Merci beaucoup, Madame la ministre. Un commentaire de Jossissi qui s'adresse plutôt à Christine Logbokossi. Il faudrait ouvrir les partenariats avec les universités agréées afin que les étudiants puissent bénéficier de stages dès la première année. Et en complément, on a Emmanuel Koulibaly qui nous dit qu'il faudrait aider les universités ou écoles des mines à adapter les modules de formation sur les besoins des sociétés minières spécifiquement pour les femmes avec des bourses de formation avant emploi. Est-ce que vous avez tenté de mettre en place des partenariats, Christine Logbo, avec des universités ou des écoles des mines pour favoriser justement l'entrée des femmes et leur entrée aussi après sur le marché du travail dans le secteur minier? Oui, comme je disais tantôt dans mon propos, il y a aujourd'hui dans au moins les 4 écoles de référence sur la filière mine, géologie et sciences de la terre, des associations de jeunes femmes à qui justement auprès de qui on fait la promotion des métiers dans les mines, auprès de qui aussi on valorise les métiers dans les mines pour qu'elles sachent à quoi s'attendre en étant dans le secteur minier. Depuis l'année dernière, nous travaillons véritablement maintenant avec les jeunes filles des premières et terminales des classes scientifiques pour que le secteur minier devienne aussi une opportunité pour elles. Donc oui, ça fait partie de nous, notre feuille de route, parce que notre mission première, c'est véritablement de valoriser et leurs compétences pour celles qui y sont déjà et pour celles qui arrivent sur le marché pour qu'elles connaissent un peu les réalités du secteur. Merci Christine. Un commentaire de Nathalie de Perseus Marning. Je cite, on parle de I4CHI, mais on se rend compte que concrètement, les supérieurs hiérarchiques doivent être sensibilisés aux réalités culturelles. Il est difficile pour une femme mariée de passer plus de temps au travail, d'être réquisitionnée en dernière minute pour un travail, etc. Il semblerait difficile pour une femme africaine de rester dans un foyer. Doit-elle faire un choix entre sa vie de famille et sa carrière, sa vie de femme et sa carrière? Est-ce que notre culture africaine nous handicape? Demande Nathalie de Perseus Mining. La question peut-être se pose à vous toutes, mesdames. Hein. Peut-être Sarah, qui avait évoqué un petit peu le sujet et qui lève la main. Oui. Je pense que ce que je peux répondre à ce commentaire, en fait, tout part en fait des échanges qu'on a avec son conjoint et son époux, comme je le dis. Je dis, c'est accepter aussi, c'est faire des concessions de part. Il faut une discussion franche avec le conjoint pour lui expliquer, et je prends mon cas, mon vécu,
expliquer les contraintes qu'on a à travailler dans les mines, les rosters, et qui peuvent être longs, qui peuvent être reportés. Je pense que c'est ce qu'il faut, de premier régler, de premier abord avec son conjoint. Et être sûr du choix qu'il veut faire à ce qu'on travaille dans les mines. Parce que très souvent, on peut avoir cette opportunité de carrière, mais si derrière la famille, les enfants ou le congé ne suivent pas ou sont pas compréhensifs, c'est sûr qu'il peut pas avoir de développement, en fait, on peut pas rester longtemps dans les mines, en fait. C'est vrai que l'entreprise va faire des efforts pour mettre les conditions, mais la condition reste que, moi, je suis sur site. On ne déplacera pas la mine pour l'emmener à Abidjan, c'est pas possible. Donc, forcément, il y aura une absence qui peut être prolongée, qui peut être de 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, voire 6 semaines en fonction de l'organisation du travail qui est appliquée dans l'entreprise. Donc déjà, le conjoint doit comprendre qu'il y aura une absence et que très souvent, il va devoir prendre les tâches de la maman à la maison. Et quand on revient aussi de roster, on doit être disponible pour sa famille. On doit pouvoir couper au travail, on doit pouvoir se montrer on pourra pas rattraper parce qu'il y a des choses que, comme je dis, ce sont des concessions, des choses qu'on rate. On peut rater des anniversaires, on peut rater des moments clés au niveau de la vie, de l'école de l'enfant. Mais les instants de qualité qu'on passera avec l'enfant, avec la famille, permettra un temps soit peu d'adoucir et de revoir un peu les positions. Donc, c'est d'abord les échanges je parle à la personne qui a posé la question, d'abord avec son couple. Dans son couple, d'abord, il faut régler les choses avant de dire je veux aller dans les mines parce qu'il y a une question de carrière. Sinon, tout de suite, on va aller. Et que ce soit dans les mines, que ce soit dans un autre secteur à connotation masculine ou qui est sur un site qui est à l'intérieur du pays, le problème va se poser. Donc, ce problème se pose dans les mines aujourd'hui, qui est un peu plus, qui est en avant, mais même dans tous les autres secteurs dont la production est sur un site, les femmes aussi ont cette difficulté. Donc, je pense qu'elle doit quand même s'entendre d'abord, régler son problème de famille avant d'y aller. Après, il y a les choix qu'on fait. On peut se dire, oui, je vais pour un temps parce que au niveau de ma carrière, je veux apprendre, parce que je veux me développer et je dois pouvoir profiter des opportunités qui se présentent à moi. Donc, c'est en fonction des choix, des avantages, de ce qu'on souhaite faire, qu'on accepte justement de venir dans les mines et puis de pouvoir, j'espère pouvoir avoir répondu à la question de l'auditeur. Merci Sarah. À nouveau, je fais la même erreur à force de jongler. Là, je disais qu'il y avait quelqu'un qui souhaitait faire une intervention en direct, mais qui n'est pas dans le panel. C'est Monsieur Jean-Claude Diplot. Allez-y, Monsieur Diplot, on vous écoute. Emmanuel, c'est bien de préciser que Jean-Claude Diplot est secrétaire général de l'association IFORCHI. Bonjour à tous et merci pour la qualité des différentes interventions qu'on a eues jusqu'à maintenant. Je vais être très bref. En fait, je suis en conflit dans plusieurs autres appels. Je voulais juste relever le paramètre qualitatif. J'ai entendu tout au long de la discussion beaucoup de statistiques, beaucoup d'appréciations quantitatives de la contribution de la femme dans le secteur minier et de la place qu'elle devrait avoir davantage de place qu'elle devrait occuper et tout ça est tout à fait juste. Je pense par contre que ça ne rend pas entièrement justice à la contribution que les femmes font dans le secteur, mais comme dans tous les autres, si on restreint l'analyse de leur participation au seul quantum, au seul paramètre quantitatif. Et le secteur minier apporte une série de bonnes illustrations de ce que l'analyse qualitative est certainement et probablement celle qui devrait prévaloir dans ce genre d'analyse-là. Et je pense que c'est aussi une des pistes que IFORCHI devrait considérer et IFORCHI a du travail. Quand j'entends les différents panélistes, ça me conforte dans le fait que IFORCHI, nous avons du travail à mettre en avant aussi le paramètre qualitatif dans cette appréciation-là. Et on le voit bien, les contributions qu'on enregistre, que ce soit dans le développement communautaire, donc dans l'impact des mines dans leur communauté hôte ou hôtesse, que ce soit le rôle des femmes à l'intérieur des compagnies minières et le rayonnement qu'elles ont, que ce soit les places ou les positions qu'elles occupent dans la chaîne de commandement ou de gestion, le quantitatif ne rend pas vraiment justice à ce qu'on vit. Et les exemples que j'ai pour bien dénoter de ce que les femmes ont apporté dans le secteur minier, pour ce qui me concerne, pour les mines dans lesquelles nous opérons, sont légion.
Donc, je voulais juste faire ce commentaire-là pour attirer l'attention des uns et des autres sur la nécessité de le regarder aussi de cette façon-là. Je le vois bien dans des projets qui sont mis en avant, par exemple, au niveau des activités génératrices de revenus. Pour parler de la contribution communautaire, on a de nombreux exemples où des investissements conduits pour des jeunes gens, sexe masculin, ont échoué en cascade. Un seul, conduit par des jeunes femmes, a réussi. Si on le regarde en valeur absolue statistique, quantitative, on dira en pourcentage, il y a eu X, un quantum vraiment infinitésimal de femmes, mais en succès et en effet de médiatisation et en pouvoir de conviction, donc d'utilisation marketing dont on a parlé tantôt, le seul exemple des femmes est tellement plus éloquent et tellement plus bruyant que ce ne serait pas lui rendre justice que de réduire au quantum. Ça, c'est un élément. À l'intérieur, il en va de même. Vous avez souvent une seule dame, et j'ai eu le cas, on a le conseil d'administration d'une compagnie comme Newcrest en Australie a été enregistré à un certain moment une seule dame comme vice-présidente exécutive, mais la seule dame qui était au comité exécutif de 7 membres avait une voix que l'ensemble de l'industrie respectait, à l'échelle pas seulement australienne, mais internationale. Alors, et de sa seule voix, le volume d'influence qu'elle pouvait avoir sur différentes problématiques était incomparable. C'est pour ça que, et les exemples, comme j'ai dit, on peut les aligner à souhait. Donc, le voyant comme ça me ramène à quelques commentaires sur la trop forte propension misogyne qu'on prête au secteur, qui là encore n'est pas... Madame Antonia, vous allez venir avec nous sur nos différentes minutes, vous allez voir comment la galanterie est incarnée dans ce secteur-là, malgré la rudesse des chemises oranges. Nous, on est très fiers, par exemple, je vais vous donner un paramètre sur la santé-sécurité, qui est c'est un marqueur fort de notre industrie à cause de la dangerosité du métier. On est fiers dans la mine de Bonikro de mettre constamment en avant le noyau de dames qu'on a qui sont opératrices de dump truck, qui sont les gros camions transporteurs de minerais. Mais du fait de leur action, et c'est en cela qu'elles sont de vrais leaders. Donc, quantitativement, elles ne sont pas forcément le groupe le plus important, mais du fait de l'exemple qu'elles ont, elles établissent, qu'elles font ou qu'elles sont, en termes de limitation d'accidents ou presque inexistants d'accidents dans leur catégorie à elles sont devenues les ambassadeurs et les championnes du safety dans cette industrie-là, pour ce qui nous concerne. Donc, voilà une série d'exemples comme ça qui devraient permettre d'analyser la problématique, à mon sens, un peu différemment de l'obsession quantitative. Parce qu'on voit bien les différentes limitations qu'on a. Et le président a bien raison de dire la problématique se fera ou se résoudra sur le temps, sur la durée. On voit bien que de l'école primaire, et là encore, j'aurai de nombreux exemples à donner en parlant d'école primaire. Vous regardez aujourd'hui, on parle d'axer l'action sur comment on commence à inculquer aux enfants à l'école primaire l'intérêt ou l'attractivité du secteur minier. À Bonikro, à Iré, c'est des dames de l'entreprise qui chaque année mènent ces campagnes-là auprès des jeunes filles dans les écoles, auprès des jeunes filles, des jeunes dames institutrices qui deviennent leurs partenaires avec lesquels elles construisent un réseau d'influence. Donc, il y a de très belles histoires comme ça qui se construisent tous les jours qui gagneraient peut-être à être mises en évidence. Voilà, je ne vais pas faire plus long, Emmanuel. Merci beaucoup, Jean-Claude. Le temps qui nous était imparti, malheureusement, est en train de se réduire comme une peau de chagrin. Et je souhaite redonner la parole à chacun des panélistes pour qu'il nous le résume en une phrase, la proposition, la mesure qu'il souhaiterait voir mise en œuvre par l'association E4SHE Mines Côte d'Ivoire. Ce serait intéressant, donc en un mot, en une phrase, que vous résumiez votre proposition. Je donne d'abord la parole à Antonia Gbadala-Sodonon, la représentante résidente d'ONU Femmes en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, excusez-moi. Oui, Pascal, je vois vraiment le potentiel de dialogue, un dialogue à tous les niveaux entre E4SHE au niveau communautaire dans le cadre des plans locaux de développement minier, en regardant, en nous assurant que tout ce qui a trait
à l'autonomisation de la femme, mais également les réponses en termes de santé, éducation soient revues et que les femmes prennent part à ces comités locaux de développement, que leur voix soit entendue. L'autre dialogue, c'est entre E4C Mining et le gouvernement. Les produits qui sortiront, qui pourront ressortir de vos consultations et les échanges avec les autres compagnies et les efforts que ces compagnies mettent en place sur le terrain. Nous avons vu avec Madame Kanga Eba que vous faites un travail fantastique au niveau de Endeavour Mining, mais je ne sais pas si c'est le cas pour les autres compagnies. Donc, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait une discussion à ce niveau. Mais la discussion doit être également à un niveau beaucoup plus élevé qui est contribution du secteur minier au développement de la Côte d'Ivoire, un développement qui inclut les femmes, l'intégration des femmes dans le tissu économique de la Côte d'Ivoire, la réalisation de la vision 2040. Ça, c'est un dialogue, je pense, que vous devriez également avoir entre entreprises, compagnies du secteur minier et votre contribution au dialogue, à un dialogue avec le gouvernement. Donc, dialogue avec les comités locaux de développement et les femmes, dialogue entre vous en appui au gouvernement, mais également pour les bonnes pratiques et dialogue avec le gouvernement. Comment est-ce que vous contribuez au final dans le reporting du gouvernement sur la réalisation des ODD sur le développement du pays? Merci. Merci beaucoup. Madame la ministre Euphrasie Yao, votre proposition concrète pour l'association E4C Mines Côte d'Ivoire? Alors, dans la première intervention, j'avais déjà fait des propositions concrètes, on va les valider. Mais quand le responsable a présenté le plan, j'ai vu les axes 2 et 3. Les axes 2, là où on parlait de la visibilité, que les femmes aient envie. Tout à l'heure, le dernier intervenant disait que quand les femmes sont là, qualitativement, il n'y a rien à dire. Mais justement, c'est parce que quand une seule femme est là sur 12, elle est meilleure, il faut augmenter à 2, 3. Donc, je veux bien intervenir avec le compédium sur l'axe 2. Et puis l'axe 3, je voudrais partir là où vous avez parlé de développement des principes hommes-femmes. Ça, c'est la clé. Et c'est en cela qu'avec l'outil GSE, on va travailler avec vous. Vous allez voir la différence. Il parlait un peu du regard des hommes, des femmes. Et ici, je pense qu'on pourra intervenir aussi pour vous accompagner. Merci. Merci beaucoup. Très clair, très intéressant. On va passer à Christine Logbokossi. Votre recommandation? Alors, nous, c'est valoriser les femmes qui sont déjà en fonction et c'est de retenir et d'attirer la nouvelle génération. Voilà, quantitativement comme qualitativement. Merci. Clair et net. Merci beaucoup. Madame Kakou. Merci. Je pense que les recommandations, propositions pertinentes des intervenantes précédentes, moi, je les endosse. Je voudrais juste dire que E4C, c'est une initiative mondiale, si j'ai été bien informée. Et donc, moi, ma préoccupation, c'est en quoi est-ce que l'initiative portée par la Côte d'Ivoire pourrait faire la différence. C'est en quoi est-ce que sur la planification, comment est-ce que sur la planification que vous vous donnez, vous comptez intégrer, mener cette démarche avec beaucoup d'innovation. Moi, j'aime bien ce terme, beaucoup d'innovation. Des modèles de valorisation qui pourront être fait partie des meilleures pratiques, parce que quand on a une initiative à l'échelle mondiale, c'est cette différenciation, cette recherche, cette quête permanente de la différenciation qui apporte en fait des solutions concrètes, parce qu'après toutes les thématiques qu'on décline en plan d'action, elles sortent pas de l'ordinaire. Après, c'est pas ça le problème, mais c'est surtout l'approche avec laquelle on les aborde qui font qu'on a des résultats pertinents, parce que vous avez aujourd'hui, on parle de 37% de la population pauvre, mais c'est plus de 50% de cette pauvreté-là qui est portée par les femmes. Et donc, cette initiative, elle résout des problèmes. On a l'impression de genre, mais c'est des problèmes macroéconomiques, c'est des problèmes sur la stabilité même du pays, sur le développement. Donc, vous êtes au cœur du développement. Et moi, à mon humble avis, le maître mot, c'est vraiment innovation, recherche d'éléments catalyseurs, parce que
le temps presse pour la femme. Merci. Merci, le temps presse pour nous aussi, malheureusement. Sarah Yakangaeba, un mot de la fin et une proposition concrète? D'accord, moi je vais décliner ma proposition en trois éléments qui rejoignent un peu les deux axes au niveau de l'association E4She. D'abord, le premier élément à mon niveau, c'est de vraiment attirer vraiment en développant une marque employeur orientée sur les avantages pour la femme d'être dans les mines. Donc, ça peut se traduire à travers les campus, les lycées. Je pense que Christine et puis le ministre Efrazi en ont parlé, faire des promotions dans les campus, les lycées, les orientations métiers, comment les aider dans les choix. Ensuite, aussi, développer le leadership féminin des femmes qui y sont déjà. Parce que, comme je dis, nous sommes 9%, nous sommes déjà ici. Comment faire en sorte qu'elles prennent conscience de leur rôle, de leur talent, qu'elles apprennent à se connaître, qu'elles apprennent à se valoriser, qu'elles apprennent à oser, qu'elles apprennent à ne pas avoir peur. Et tout ça, c'est assez important. Et le troisième point, et le dernier, c'est d'aider à apprendre aux hommes à mentorer les femmes. Parce qu'on n'a pas la même manière de voir les choses. Nous sommes différents. Intrinsèquement, biologiquement, nous sommes différents. Et forcément, que je sois femme ou que je sois homme, il y a des éléments essentiels dans chaque genre. Donc, comment c'est les hommes, puisque eux, ils nous voient, il y a beaucoup plus d'hommes sur les sites. Comment ils peuvent apprendre à ces femmes-là à développer les aspects qui, entre guillemets, quand je dis apprécient, c'est-à-dire qu'on souhaite voir en elles au niveau des mines, par exemple, être focus, être moins dans les détails, être orienté, objectif, si je veux citer juste des éléments, dire ce qu'on pense sans détour, oser s'exprimer, ce sont des choses assez importantes et qui rentrent un peu dans les compétences transférables qu'on doit pouvoir permettre à toute femme d'avoir. De sorte que je sois dans les mines, quel que soit le poste que j'ai, même si je commence comme opératrice d'ampleur, je sais que je peux finir pourquoi pas, comme CEO dans devant. Donc ça, c'est assez important, justement, de pouvoir créer cette motivation et cette ambition chez les femmes. Voilà un peu ce que je pouvais dire. Merci beaucoup, Sarah. Pascal Bernasconi, président de l'association E4She Mines Côte d'Ivoire. Là, votre panier est plein d'idées, plein de propositions, plein de mesures que vous allez pouvoir mettre en œuvre. Un petit mot pour conclure cette réunion? Oui, je dirais le mot qui me vient, le premier mot qui me vient, c'est merci. Merci pour vos contributions à toutes et à tous. Incontestablement, il y a un nombre important de suggestions, de recommandations qui ont été faites que je veux totalement intégrer dans notre feuille de route. Simplement, juste le point que je voudrais souligner parce qu'il a été mentionné avec insistance par Antonia et puis Madame Anikou, c'est effectivement on est d'une certaine manière innovant en ayant créé cette association, puisque c'est la première, donc c'est objectivement une innovation. Maintenant, la question, c'est effectivement comment on arrive à faire en sorte qu'il y a une vraie valeur qui soit produite, que cette innovation, elle crée elle apporte une vraie valeur, à cette cause. Et je crois que le point qu'Antonia a soulevé, qui est, d'arriver à ce que cette association construise un dialogue dans les différentes dimensions qui ont été énoncées. Et en particulier, c'est ça peut-être le point nouveau pour moi et pour l'association à la suite de cette table ronde, c'est comment on peut contribuer, je dirais, à la réflexion et aux actions du gouvernement dans le cadre de sa démarche de planification. Moi, ça me paraît quelque chose de très fort et puis qui peut constituer aussi un levier pour accélérer l'amélioration de l'enjeu auquel on s'est attaqué. Voilà. Donc, la budgétisation sensible aux genres. La budgétisation sensible aux genres. Oui, voilà. Donc, écoutez, je vais venir vous voir rapidement pour que on essaye de parler plus concrètement de ces questions-là. Merci beaucoup. On doit maintenant conclure. On a même dépassé un peu le temps qui nous était imparti. Merci à tous nos brillants et nos brillantes panélistes. Je pense que l'association E4She Mines Côte d'Ivoire s'est enrichie aujourd'hui de manière très importante, de beaucoup de propositions, de beaucoup d'initiatives que nous allons tout faire pour mettre en œuvre. Il faut saluer le courage de Pascal Bernasconi qui a pris en charge pour 3 ans cette association, qui l'a créée et qui aujourd'hui doit se mettre sur l'ouvrage. Merci d'applaudir, mesdames.
même virtuellement une fois de plus. Et je conclus ainsi cette table ronde I4CHI Mines Côte d'Ivoire, premier événement de l'association I4CHI Mines Côte d'Ivoire. Et je vous remercie tous et surtout le public qui a été très, très mobilisé, qui a posé beaucoup de questions, fait beaucoup de remarques. Merci aussi à Jean-Claude Diplot de son intervention qui nous a bien éclairé également et qui a remis un peu les choses dans leur contexte. Je vous remercie et j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver prochainement pour une autre table ronde et pour vous d'abord livrer l'avancée des travaux de l'association I4CHI Mines Côte d'Ivoire, mais aussi pour échanger sur d'autres sujets d'intérêt pour cette association dont l'enjeu, vous l'avez compris, est essentiel au développement de la Côte d'Ivoire et au développement aussi des entreprises du secteur minier, avoir plus de femmes dans le secteur minier ivoirien. Merci à tous. Merci Emmanuel, merci à tous. Merci à vous. Merci.